Le président de la République reçoit la délégation des participants à la 33e session de la conférence internationale sur la sira du prophète, paix et salut sur lui. Notre pays et le système des Nations Unies passent en revue les résultats du plan d'action 2019 et adoptent celui de 2020. Démarrage aujourd'hui les épreuves de la session complémentaire du baccalauréat. Plus de 100 000 candidats sont concernés. Bonsoir. La délégation des participants de la 33e session de la conférence internationale sur la sira du prophète, paix et salut sur lui, était au grand complet cet après-midi au palais présidentiel à l'occasion d'une audience avec le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Au menu des discussions, les sujets abordés par la conférence dont la tenue a coïncidé cette année avec les campagnes blasphématoires à l'encontre du prophète, paix et salut sur lui. C'est ce qu'a déclaré Dr Abdelrahman Abdallah Zaïd, secrétaire général adjoint de l'Association du monde islamique, au sortir de cette audience. Il a ajouté que parmi les conclusions auxquelles a abouti la conférence figure la nécessité de faire face aux défis contemporains dans l'intérêt de l'islam, des musulmans et de l'humanité dans son ensemble pour la réalisation de la concorde entre toutes les religions. Il a ensuite énuméré les sujets abordés par la conférence, notamment la sunna de notre prophète, paix et salut sur lui, et la pandémie de la Covid-19, ainsi que la nécessité de conjuguer les efforts pour faire face à ses conséquences néfastes. Il a en définitive indiqué que la délégation a trouvé auprès du président une considération pour les conclusions de cette conférence. Les travaux de cette 33e conférence internationale de la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se sont clôturés hier soir dans l'enceinte de la mosquée Nour, dans la Muqata de Sebra, Nouakchott-Ouest. Cette conférence, qui a duré 2 jours, avait pour objectif de commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Des recommandations ont été formulées par les participants à cette conférence. Bokar Baylaba nous en dit plus. Cette conférence avait pour objectif de commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et mettre en exergue ses caractéristiques spirituelles et morales exceptionnelles. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidoul Amal Taleb, s'est félicité de l'organisation de cette conférence qui démontre l'attachement des gens du village Shingit au prophète, paix et salut sur lui. Remerciant le président de la République pour l'organisation et la réussite de cette conférence. Le président du Rassemblement culturel islamique, Cheikh Mohamed Al-Hafez Al-Nahoui, a affirmé que cette conférence est à la fois un soutien au prophète, paix et salut sur lui, et une commémoration de l'anniversaire de sa naissance. Il a en outre réitéré son attachement à la liberté d'expression, mais il a indiqué que celle-ci ne doit pas piétiner les croyances d'autrui. Les participants à la conférence ont invité les organisations islamiques et celles de la société civile islamique dans le monde entier à lancer de larges campagnes en vue de faire connaître les précieuses valeurs de l'islam et celles du prophète, paix et salut sur lui. Ils ont fait un certain nombre de recommandations dont on appelle au gouvernement et aux citoyens des pays musulmans et dans le monde à faire face à la pandémie de la Covid-19 en respectant les mesures de prévention. La cérémonie de clôture de la conférence s'est déroulée en présence du wali de Nouakchott-Ouest, du hakem de la Muqata de Sebra et d'un public nombreux. Réagissant aux provocations des musulmans à travers les blasphèmes à l'encontre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, notre pays, à travers le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, a dénoncé une campagne fallacieuse contre l'islam et contre les musulmans, sous prétexte de l'exercice d'une liberté d'expression tendancieuse et sélective.
Dans un communiqué rendu public aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, la Mauritanie a réaffirmé son entière adhésion à la déclaration de l'Organisation de la coopération islamique OCI à ce sujet. La traduction intégrale de ce communiqué avec Mohamed Khapat. La République islamique de Mauritanie suit avec indignation les actions d'incitation menées depuis un certain temps contre l'islam sous le fallacieux prétexte de la liberté de la presse ainsi que la provocation des musulmans en portant atteinte à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, la Mauritanie, tout en dénonçant son comportement qui n'a rien à voir avec la liberté d'expression, rejette toute action ou attitude de nature à inciter au racisme et à la haine, quelle qu'en soit l'origine, dénonce de la même manière tout acte de terreur commis au nom de la religion contre des innocents et souligne qu'attenter aux valeurs de fraternité, de tolérance et de respect du genre humain, enseignées dans les messages délivrés par les prophètes, ne fera que rendre plus complexe la réalité de l'humanité et empirer sa situation. La Mauritanie réaffirme à l'occasion son entière adhésion à la déclaration de l'Organisation de la coopération islamique à ce sujet, qui correspond à la vérité et à la position de l'ensemble de la Oumma islamique. Le ministère de la Défense nationale et son collègue des pêches et de l'économie maritime a effectué aujourd'hui une visite pour le port de Ndiago. L'objectif était de s'enquérir de l'évolution des travaux et de prendre connaissance des évaluations du comité technique qui renferme les différents départements ministériels. Bokar Bailaba. Le port de Ndiago devrait accroître les capacités de soutien logistique et de transport maritime du pays, renforcer les capacités opérationnelles des forces armées face aux défis sécuritaires et raffermir la souveraineté de l'État sur la zone économique exclusive nationale. Sur place, le ministre de la Défense nationale, Hanna Ould-Sidi, et le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Abdelaziz Ould Dahi, et celui de l'équipement et des transports, Mohamedou Ahmedou Haïmid, ont visité l'infrastructure dont les travaux ont commencé en 2016. Une infrastructure qui compte un port militaire à quai accostable des deux bords, une base navale, un port de pêche d'une capacité de 7 quais de débarquement, un chantier naval d'une capacité de 70 navires par an, un quai de commerce et un pont de débarquement pour la pêche artisanale. Le projet est jugé stratégique par le gouvernement mauritanien qui l'a financé à hauteur de 125 milliards d'anciennes ouguiya, soit 352 millions de dollars. La délégation ministérielle avait tenu une réunion technique en présence du Wali Traza, des responsables de la société chinoise Polytechnologie qui est en charge du port, ainsi que d'autres autorités administratives, municipales et sécuritaires. À l'issue de la visite, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Haïmid, a fait une déclaration à la presse nationale dans laquelle il a déclaré que l'objectif de la visite est de s'informer de l'état d'avancement des travaux de réalisation du port multifonctionnel de Ndiago qui arrive à son terme. Il a rappelé qu'un certain nombre de départements ministériels jouent un rôle important dans l'exploitation de cette infrastructure. Il a annoncé qu'une étude est en cours concernant la préparation d'un programme afin que ce port ait un grand rendement dans l'économie nationale. Puisque l'exploitation de l'énergie, la mise en service du port de Ndiago apportera de grands changements, comme la création d'emplois, le développement des activités de pêche, l'ouverture sur le monde, entre autres. La Mauritanie et le système des Nations Unies ont procédé aujourd'hui dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur à la présentation des résultats du cadre de leur partenariat pour l'année 2019. La cérémonie a été également l'occasion d'adopter le plan d'action 2020 sur le cadre de coopération pour le développement durable 2018-2022. Le coordinateur résident a assuré qu'aucun effort ne sera ménagé pour mieux accompagner la réalisation des objectifs de développement. Abdelrahman Hamadan. Résolu à associer nos efforts. Tel est le thème de cette cérémonie de présentation des résultats du partenariat entre notre pays et le système des Nations Unies pour l'année 2019 et la planification pour l'année 2020.
L'événement organisé par le système des Nations Unies en Mauritanie à l'occasion du 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies vise à faire la revue sur les progrès réalisés en 2019 et à adopter un plan de travail 2020 concernant les cadres de coopération pour le développement durable. Je voudrais m'associer pour souhaiter au 75e anniversaire, un bon 75e anniversaire, un joyeux 75e anniversaire au système des Nations Unies. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères a eu l'occasion de magnifier la coopération entre le système des Nations Unies et notre pays. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être là à côté de mes collègues pour participer à la séance de présentation du rapport annuel du système des Nations Unies en Mauritanie pour l'année 2019. Les actions collaboratives et conjointes gouvernement et Nations Unies ont abouti à des résultats positifs touchant les différents aspects de la vie. Ces résultats sont appréciés par le système des Nations Unies. Le système des Nations Unies note avec satisfaction les progrès réalisés au cours de ces dernières années dans plusieurs domaines de développement et plaide pour la réussite de cet élan positif, avec une intensification des efforts conjoints et davantage de cohérence et de synergie dans nos interventions. En effet, tout en étant conscient de progrès accomplis, nous ne devons de reconnaître qu'un long chemin reste encore à parcourir pour réaliser les aspirations du peuple mauritanien et dans le média relever les énormes défis posés par la crise sanitaire et économique. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a passé en revue les projets mis en œuvre par son département en partenariat avec le système des Nations Unies en faveur de la jeunesse mauritanienne. La rencontre a été marquée par la présentation de deux exposés, le premier sur les actions des agences onusiennes en Mauritanie, présenté par les coordinateurs résidents du système des Nations Unies, et le second sur les résultats 2019 et les plans de travail 2020, présenté par le président du comité des programmes au système des Nations Unies. Plus de 5000 candidats aux épreuves de la session complémentaire du baccalauréat 2020 ont retrouvé ce matin les centres d'examen. Le ministre de l'Éducation nationale, de la réforme de la formation technique et de la réforme, Mohamed Lemine Eyih, a visité quelques-uns de ces centres au niveau de Nouakchott pour s'informer sur le déroulement des épreuves. Abdullah Damaba. 5257 candidats répartis dans 26 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national participent à cette session complémentaire du baccalauréat. Les élèves trouvés sur les lieux se sont penchés sur les épreuves de ces sessions complémentaires pour l'année scolaire 2019-2020. Ce candidat souligne que le sujet qu'ils ont eu à aborder fait partie intégrante du programme. Quant à cette candidate, elle apprécie les conditions caractérisant l'organisation de ce concours. Alhamdulillah, on a eu les sujets, mashallah. On est venu à l'heure, et aussi tous les sujets, c'est dans le programme. Donc je crois pas que c'est si difficile à traiter. Ainsi, dans le cadre de ces sessions complémentaires du baccalauréat, 899 élèves sont candidats pour les lettres modernes, 66 pour les lettres originelles, 247 pour les mathématiques, 3092 pour les sciences naturelles et 33 pour la filière technique. Cette surveillante affirme n'avoir recensé aucune anomalie par rapport au déroulement de ce concours. Tant du point de vue du timing, elle précise que les épreuves ont débuté à l'heure et a aussi magnifié le comportement des élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et la réforme, Mohamed Melani Ouleye, a par ailleurs visité certains centres d'examen de la capitale, ce qui lui a permis de s'informer de visu des conditions qui caractérisent le déroulement de ce concours. Ainsi, Mohamed Melani Ouleye s'est rendu au lycée Bénin 2, au lycée arabe et collège des garçons. Il a ainsi demandé aux candidats leur appréciation par rapport à ce concours. Cet élève a quant à elle saisi cette opportunité pour faire part des problèmes auxquels elles sont confrontées. Elle déclare qu'elles ont eu à traiter des épreuves qui devraient être enseignées à partir du mois de mars, ce qui, dit-elle, n'a pas été le cas à cause de la pandémie du Covid-19. Le ministre a en outre souligné qu'il va se concerter avec les inspecteurs par rapport à ces questions soulevées. Après ce déplacement, nous avons constaté que ces épreuves se déroulent dans des conditions
dans de bonnes conditions. Toutes les mesures ont été prises pour offrir aux candidats un climat bon, favorable pour le déroulement de ces épreuves. J'ai saisi l'occasion pour féliciter et remercier l'ensemble des personnels d'encadrement, aussi bien pour l'organisation de la première session que pour la deuxième. Je salue et je félicite l'ensemble de nos élèves qui ont pu avoir leur bac à l'issue de la première session et qui ont démontré que cette année, malgré sa difficulté, a été une année où les efforts du ministère ont pu donner quand même des résultats importants comparés aux années passées. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a en outre visité le centre d'examen dédié aux personnes en situation de handicap, aux personnes à besoins spécifiques spéciaux. Il a sur les lieux pu s'enquérir des mesures qui ont été prises afin de permettre à ces derniers de pouvoir passer cet examen dans des conditions idoines. Le vice-président de l'association des parents d'élèves a aussi, pour sa part, exprimé sa satisfaction pour les mesures d'accompagnement qui ont été prises afin de permettre un bon déroulement de cet examen. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a aussi effectué une visite pour les inspecteurs en conclave dans un séminaire sur le programme de la première année fondamentale organisé par l'École nationale des instituteurs. L'occasion pour Mohamed Melaïline d'exhorter les inspecteurs à jouer pleinement leur rôle centré entre autres sur l'évaluation et le suivi. Aminata Khan. Les travaux de ce séminaire de formation des formateurs sur l'enrichissement des programmes du premier cycle de l'enseignement du fondamental ont débuté il y a 4 jours à Nouakchott, Kéhidi, Ayoun et Akjouj. L'objectif de cette rencontre est de former les inspecteurs du fondamental pendant 5 jours en leur présentant des exposés portant sur l'enseignement de l'instruction religieuse, de la langue arabe, des mathématiques et de l'instruction civique. Participant aujourd'hui à la session, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et professionnelle a souligné l'intérêt du séminaire qui consiste à informer le personnel d'encadrement sur les nouveautés portées à ce programme. Le thème retenu par cet atelier, dira-t-il, un élève qui lit et écrit à la fin de l'année, ce thème est devenu le principal objectif pour l'ensemble du processus. Une nouvelle démarche qui est intégrée par une révision. Elle vise à doter l'enseignant des outils pédagogiques qui lui permettent de réaliser ses objectifs. Ajoutons que le choix de la réforme de notre système est une priorité de son département et qu'il est déterminé à l'engager pour que nous ayons une école républicaine, axe phare du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. À noter qu'au cours de cette formation, les inspecteurs ont suivi des cours théoriques et pratiques sur l'instruction religieuse, la langue arabe, les mathématiques et l'instruction civique. Aminata Khan qui a également suivi pour nous les travaux d'une session de formation sur les nouveautés et les mécanismes de la loi de protection du consommateur. Cette session est organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme au profit des fonctionnaires et des employés du ministère chargés de la protection du consommateur et de la répression de la fraude. Les fonctionnaires et employés du ministère du Commerce chargés de la protection et de la répression de la fraude suivent depuis aujourd'hui une session de formation sur les nouveautés et les mécanismes de la loi de protection du consommateur. À travers cette session de formation de 2 jours, le département cherche à informer les participants sur le contenu de cette loi et sur la manière de son application avec fermeté. Le secrétaire général du ministère, Ahmed Salem Ould Bouhadda, a indiqué que cette formation constitue une précieuse opportunité pour prendre connaissance et saisir l'intérêt de cette loi de protection du consommateur adoptée le 4 mai 2020 et qui entrera en vigueur le 4 décembre prochain. Ajoutons que cette loi représente, en plus de son apport quantitatif à l'arsenal juridique national, une garantie pour la protection de l'ensemble des consommateurs des dangers pour la santé et de la sécurité que peuvent entraîner les marchandises et les services proposés dans les marchés, en particulier les denrées alimentaires. Soulignant que la loi se traduit en un système strict de surveillance de la qualité et de la sécurité des aliments et des services pour renforcer et compléter les systèmes juridiques existants. L'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence du conseiller juridique du ministère, de plusieurs directeurs centraux et de représentants des associations de protection des consommateurs.
Atténuer les impacts environnementaux et favoriser l'accès des couches vulnérables de Nouakchott aux services de transport et d'électricité. C'est l'ambitieux projet que nourrit la région de Nouakchott. Il est soutenu dans cette entreprise par l'Union européenne et d'autres partenaires techniques. Abdullah Damaba. Ce projet vise à relever les défis en matière d'urbanisation dans le secteur du transport urbain, de l'éclairage public, ce dans le respect des normes environnementales. Il bénéficie aux quartiers périphériques de la capitale. Le projet d'appui à la région de Nouakchott est orienté vers un développement durable, résilient et équitable des municipalités périphériques de la capitale. Fatimata Abdelmalek, présidente du conseil régional de Nouakchott, a affirmé que ce programme permettra de mettre en œuvre deux expériences, dont la première est relative à la construction de lignes de transport urbain dans les endroits reculés de la ville, ce qui, dit-elle, permettra de régler le problème de transport urbain auquel la ville de Nouakchott est confrontée. Elle a par ailleurs déclaré que l'autre aspect de ce programme est relatif à la mise en place d'éclairage public moins polluant. Les participants à cette cérémonie de lancement ont suivi une présentation par visioconférence à propos des défis auxquels ce projet est confronté, particulièrement en termes de réchauffement climatique et de justice sociale, qui passe par l'accès aux services de base de transport, entre autres. Les défis en matière d'urbanisation ont été mis en avant. D'ici 2050, il est prévu que la population urbaine en Afrique passera de 400 millions à 1,26 milliard d'habitants. L'urbanisation rapide implique que des défis mondiaux tels que l'éradication de la pauvreté, la pollution, la sécurité des ressources en eau, le changement climatique, les conflits, les déplacements forcés et la migration doivent être nécessairement adressés dans les zones urbaines. L'urbanisation rapide est également un facteur qui contribue au rapprochement de la cohabitation de différentes cultures, ainsi qu'à tirer profit du partage et de l'échange des connaissances, autant d'éléments de nature à promouvoir l'innovation. Durant le lancement de ce projet, des exposés ont été présentés se rapportant aux objectifs résultats attendus dans le cadre de l'exécution de ce programme. Rappelons que cette cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Au chapitre politique, le parti Sawab a organisé hier soir à l'ancienne maison des Jeunes un congrès à l'occasion du démarrage de la campagne d'adhésion au parti, et ce, dans le cadre des préparatifs de la tenue de son 3e congrès. La campagne d'adhésion vise par ailleurs à faire connaître le projet politique du parti qui s'articule autour de la préservation de l'identité du peuple et du pays face à la flambée des tentatives visant à déstabiliser l'union nationale et la désunion parmi les composantes de la société. Pour sa part, Biram Daabed a animé ce matin une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé la naissance d'une aile dédiée à l'environnement avec pour objectif la sensibilisation de la population sur la relation naturelle entre la végétation et le cumul pluviométrique, ainsi la diversité du système environnemental, sanitaire et social. Les responsables de la coordination environnementale ont souligné dans leurs interventions l'importance de cette structure et du rôle qu'elle aura à jouer dans la sensibilisation autour de la nécessité de la préservation de l'environnement. Nous clôturons ce journal par la situation épidémiologique de Covid-19 en Mauritanie. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont enregistré 13 nouvelles contaminations, 2 guérisons et 0 décès. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le président de la République reçoit la délégation des participants à la 33e session de la conférence internationale sur la sira du prophète, paix et salut sur lui. Notre pays, le système des Nations Unies, passe en revue les résultats du plan d'action 2019 et adopte celui de 2020. Et démarrage aujourd'hui des épreuves de la session complémentaire du baccalauréat. Plus de 5000 candidats sont concernés.
Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.